À 8 ans, j'ai eu droit à vivre une expérience terrible, de vivre la séparation d'un père et d'une mère successivement, de vivre l'abandon, de devoir m'occuper d'une sœur, de moi-même, de nous nourrir. Vous savez, une fois qu'on avait vidé les placards de la cuisine, on n'avait plus vraiment de solution. Donc on est allé mendier en Suisse. Et oui, cela peut arriver en Suisse, peut arriver de vivre en dehors des radars sociaux des institutions. Et ce fut pour moi, au regard de toute expérience qu'on peut faire, chacun à différents degrés, ma première découverte de l'interdépendance sociologique entre un frère et une sœur qui devaient faire corps, qui devaient être forts. Et alors je me suis construit de façon innée, je suis allé chercher des réponses dans les mathématiques, dans les sciences, les technologies. J'ai trouvé dans un monde de contrôle, dans la gestion du risque, opérationnel, des réponses, des satisfactions. Ça m'a valorisé, ça m'a réconforté. Mais vous savez, la vie, elle vous rattrape toujours. Et la crise financière de 2007 fut pour moi une seconde vague d'ébranlement et de chamboulement sur mon système de croyance, sur ce que j'avais construit pour y arriver, pour être fort, pour être dans les rails avec les éléments qu'on me donnait. Et puis, cette crise financière a été tellement puissante que j'ai remis les compteurs à zéro. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce système défaillant général qui construit le moteur de développement économique qui nous aide tous à nous développer aujourd'hui. Alors j'ai fait une petite expérience, j'ai fait un voyage dans le parc Taman Negara en Malaisie. 40 000 km² de jungle tropicale. Alors je vais essayer de ne pas trop vous assommer avec des chiffres ce soir, mais bon, chasser le naturel et revient au galop, je suis un peu désolé d'avance. 130 millions d'années, luxuriant, une faune, une flore incroyable, et j'ai passé 9 jours de connexion avec la nature, et ce fut pour moi une deuxième expérience forte d'interdépendance avec la chose la plus simple que l'on a, c'est notre capital naturel. Mais il fallait que je l'expérimente, il fallait que je connecte les choses ensemble. Heureusement, j'avais pris un guide, donc j'ai pu en sortir et donc être là ce soir avec vous, évidemment. Ça a été pour moi le début d'un autre processus de recherche pour comprendre comment cette grande machine infernale qui est le monde de l'entreprise, l'économie, fonctionnait. Comment on pouvait aujourd'hui avoir un système qui dysfonctionne, qui est déséquilibré. Alors je vous laisse, parce que vous n'êtes sûrement pas tous des experts en statistique ni en économie, ou peut-être que oui, et tant mieux, mais il n'y a pas besoin de tout ça. Vous comprenez bien qu'il y a un problème, qu'il y a un déséquilibre. Quand seulement 5%, que cette croissance qui est générée s'adresse à 60% des plus pauvres. Et donc dans cette recherche d'informations systémiques, complexes, je suis tombé ensuite sur une autre étude. Une étude peu connue, et peut-être que si certains d'entre vous l'ont vue, j'aimerais bien qu'ils lèvent la main, parce qu'elle est vraiment peu connue et elle est unique. Elle a été menée par 3 chercheurs des systèmes complexes à Zurich, l'Institut fédéral des technologies de Zurich, en 2011. Et ces 3 chercheurs ont mis en relation quelque chose qui m'a apparu comme une révélation. Plus que ça, comme une solution. Alors, ils ont pris sur une base de 43 millions d'entreprises référencées, ils ont analysé les dépendances, les liens entre ces acteurs de l'économie mondiale. Et puis, ils sont arrivés à détecter un super noyau. Sur ces 43 millions, ils avaient un super noyau de 1318 entreprises, qui à elles seules génèrent 20% du chiffre d'affaires mondial, qui à elles seules influencent 60% du chiffre d'affaires mondial dans le second noyau que vous voyez en jaune. Alors, je vous laisse faire des interprétations de ce déséquilibre. Je vous laisse imaginer toutes les théories que vous voulez. Moi, ça fut pour moi un message extrêmement positif. Que j'avais plus à devoir m'attaquer à 125 millions d'entreprises dans le monde, ni à 43 millions. Il fallait qu'on adresse les choses sur un groupe, toutefois très puissant,
très gros et quand même nombreux, qui étaient 1318 entreprises, qui représentent des multinationales, des acteurs de l'investissement, ce genre de choses, pour leur adresser une mission complémentaire que seulement celle de faire une génération de profit. Et elles font déjà beaucoup d'entre elles se sont déjà mis en mouvement, et Dieu merci. On n'aurait pas les progrès que l'on a vécu ces dernières décennies sinon. Plus largement, est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de l'accord de Paris ? Levez juste la main, comme ça je fais un jaugement. On est dans une salle qui est faussement. Je faisais cela dernièrement et j'étais étrangement surpris de voir 5 mains levées dans une salle qui était un peu plus remplie que celle ce soir. L'accord de Paris, c'est 193 pays qui se sont réunis et qui ont validé un agenda à l'horizon 2030. On l'appelle aussi l'agenda 2030, pour ceux qui le connaissent. La Suisse l'a signé aussi. La Suisse travaille aussi sur un agenda 2030. Ces 17 objectifs de développement durable, en fait, sont une excellente nouvelle aussi. On a un cap, on a une feuille de route. Il nous suffit maintenant, tous ensemble, d'imaginer comment on peut y contribuer. Et je vous parlais des acteurs de l'économie, mais là, je vous parle d'un agenda humain. Je vous parle de vous, de moi, de nous tous. Où dans nos comportements, dans nos actions, dans nos choix, on peut contribuer à cela. Et l'urgence, elle est là. L'urgence, je l'ai analysée techniquement, je l'ai vue, je l'ai expérimentée, je la constate tous les jours, elle est là. On ne lutte plus contre le réchauffement climatique. On va devoir s'adapter pragmatiquement et trouver des solutions pertinentes pour faire avec le réchauffement climatique. C'est une donnée qui bouleverse 30 ans de mouvements, de lutte et de réflexion. Il faut y aller. Et c'est positif, on a un cap, on a une feuille de route. Alors, une autre chose que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est que j'ai eu la chance de participer grandement à la fédération d'un mouvement, à la catalysation d'acteurs, d'entrepreneurs, d'investisseurs, d'entreprises, parce que derrière les entreprises, il y a des entrepreneurs, il y a des investisseurs, il y a des humains, à travers une déclaration d'interdépendance. Aujourd'hui, ces entrepreneurs ont tous dit, dans notre feuille de route, dans ce cap que l'on veut prendre, on va mettre le principe d'interdépendance au centre, prendre en compte les besoins et l'impact que l'on a pour les générations futures, prendre en compte l'impact qu'on a sur la société au sens large et sur notre engagement pour soutenir cette société, et évidemment celui sur l'environnement. Ce grand principe, évidemment, doit s'accompagner de choses rigoureuses. Et ce mouvement des B Corp, ce mouvement des entreprises certifiées B Corp ou B Corporation ou Benefit Corporation, comme vous l'aurez compris, c'est un nom anglo-saxon, mais ce sont des entreprises à impact ou avec une mission d'impact. Et au-delà d'avoir signé ces principes d'interdépendance, cette déclaration, qui vous me direz, tout le monde peut le faire, elles ont décidé de faire revoir leurs pratiques, de faire vérifier leurs performances sociétales, environnementales, de faire acte de transparence et de redevabilité par rapport à leur secteur d'activité, par rapport à leur modèle d'affaires. Elles ont aussi décidé d'inscrire dans leur statut juridique cet engagement, ces principes, d'avoir un impact positif matériel sur la société et l'environnement, de rendre redevable son management et ses actionnaires là-dessus. Et là, on commence à parler. Là, ça commence à devenir intéressant pour parler de changement systémique, pour parler d'amplification de bruit, d'accélération. Et toutes, dans leur secteur, aujourd'hui démontrent qu'il y a une autre façon de faire, qu'un autre est possible, que l'on peut associer business et agenda humain. Ce mouvement aujourd'hui est composé et reconnu à travers des choses qui, je suis d'accord, n'est pas super sexy, n'est pas forcément des standards, oui, des normes, pour savoir comment est-ce qu'on calibre les choses, comment est-ce qu'on progresse, comment est-ce qu'on s'améliore. Et ça sert à quoi ? Qui est-ce qui en a besoin de ces reconnaissances un peu techniques ? Les consommateurs, pour les identifier ces bonnes entreprises, pour identifier ces bonnes entreprises qui font ces bons produits, ou qui les font dans le respect et dans cette orientation de cette feuille de route. Des investisseurs, pour sélectionner ces entreprises qui aujourd'hui reçoivent un accueil favorable du grand public. Vous savez, ces fameux milléniaux, et je vois qu'on en a quelques-uns au premier rang. Ça me réjouit. Comme je vois qu'on a une palette intergénérationnelle actuellement sur le premier rang. Mais ça répond à quelque chose qu'ils ont en eux, c'est de
faire du bien dans leur acte de consommation. Du moins, c'est ce que disent beaucoup de recherches et de statistiques aujourd'hui. Pour cela, il faut leur permettre de les reconnaître. Pour cela, ça donne une envie aux investisseurs d'aller donner de la capacité à ces entreprises. Mais il faut aussi adresser ça au niveau des décideurs politiques, pour qu'ils créent des encouragements, des incitations pour ces entreprises qui répondent à un agenda qui est autre que simplement économique, qui adresse aussi des enjeux de société, des enjeux environnementaux. Et puis évidemment les entreprises, pour que dans leur sphère d'influence, elles puissent déployer ces bonnes pratiques et donc augmenter leur capacité de bienveillance, si je le dis comme ça. Aujourd'hui, on vous parle de 2600 entreprises dans ce mouvement. Mouvement qui grandit au fur et à mesure et qui peut être que extrêmement réjouissant. Cette lecture que je vous ai partagée, c'est une lecture qui est partagée par beaucoup de monde, par beaucoup d'entrepreneurs, par beaucoup d'employés et forcément par beaucoup d'humains sur cette planète, qui donnent du temps, qui donnent de l'énergie à faire ce qui est bien, ce qui est juste dans leur capacité et évidemment dans leur sphère d'influence. Et alors là, comme vous en voyez, il y a certains grands noms qui étaient déjà des bicorps avant qu'on existe, évidemment. Si vous pensez à nos amis qui font des habits d'outdoor, je n'ai pas le droit de dire les noms des marques, ce n'est pas du tout mon intention, mais voilà, c'était des bicorps depuis le temps. Son CEO, Yvon Chouinard, très engagé de la première heure, s'est retrouvé là-dedans. Pourquoi ? Il s'est dit, ce mouvement-là, il va me permettre de protéger ma mission, parce qu'un jour, je vais quitter l'entreprise, soit pour faire autre chose, soit parce que la vie en aura décidé ainsi. Et là, on retrouve aussi des acteurs du cru, j'aime dire, que vous connaissez. Tous ont décidé de mettre cet objectif d'avoir un modèle d'affaires qui tente de changer le monde. C'est pas beau ça, de se réveiller le matin et de se dire « mon modèle d'affaires, mon entreprise, elle participe à changer le monde ». Elles ont toutes cet objectif partagé. Aujourd'hui, elles couvrent 160 secteurs d'industrie. C'est merveilleux. C'est très complexe parce qu'il faut mesurer, vérifier ces entreprises. Mais il faut aussi partager des belles histoires pour inspirer les autres. Une mission qui, comme vous l'imaginez, me donne la patate. Ça me donne un espoir sur ce qu'on est capable de faire. Et la Suisse, sur ce grand agenda, elle a plein de choses à faire. Vous avez plein de choses à faire. Les académiques, nos institutions politiques, nos entreprises. Au-delà d'un mouvement et d'une certification et d'un label et de tous ces principes et ces valeurs, nous sommes en train de réfléchir et nous réfléchissons depuis plusieurs années sur le positionnement systémique du changement de l'économie. Comment cela ? La législation. L'enregistrement d'une entreprise commence toujours par la sélection d'un statut juridique. Aujourd'hui, nous le faisons adapter, bon an, mal an. Mais aux États-Unis depuis 2006, en Italie depuis 2015, des formes juridiques existent pour, quand un entrepreneur, une entreprise souhaite s'inscrire dans cette direction, dans ce cap, puisse les sélectionner et avoir structurellement, juridiquement, ces réponses dans ses statuts, dans sa forme juridique et donc dans le mode de déploiement de son pouvoir fiduciaire. C'est une énorme étape. Et c'est une énorme étape dont je me réjouis peu en Suisse parce que le 22 août dernier, nous avons eu une réponse du Parlement, une interpellation sur l'opportunité de créer cette forme juridique en Suisse. Et alors, comme vous le savez, en Suisse, timidement, on a dit « Non mais Bicorp, c'est très bien, continuez comme ça, c'est la direction à prendre. » Mais plus tard. Plus tard. Mon pays, je l'aime beaucoup. Et mon pays ne se rend pas compte que plus tard, c'est demain. Et qu'il faut accélérer. Alors, pour ne pas finir sur une note négative, il faut vraiment se fédérer. Il faut que ça vienne collectivement de tous les milieux, de tous les secteurs, de toutes les régions, que c'est ce cap, c'est cette direction-là qu'il faut prendre. L'exemple du mouvement des Bicorp en est un. Il y a d'autres mouvements qui existent. Le social business, que vous avez peut-être déjà entendu, ou l'entrepreneuriat social en bon français, le capitalisme conscient, l'économie inclusive. Quelqu'un a déjà entendu le terme économie inclusive dans la salle ? Ok, 2 mains, 3, 4. Et j'y travaille un petit peu personnellement à faire connaître ça, mais ça ne m'étonne pas, c'est normal. Une économie inclusive, elle repose sur 5 piliers, extrêmement basiques. Un pilier qui est la solidarité, donc de développer une activité économique sur le pilier de la solidarité. Sur la participativité, la rendre accessible à tous, l'inclusion, l'intégration.
La rendre stable, forcément, avec un cadre juridique. La rendre durable en prenant en compte des limites de l'environnement. Et donc, si ces 4 premiers piliers sont réalisés, bon, on peut y ajouter le 5e qui est la croissance. Il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Parce qu'on lui a mis dans l'ADN les éléments structurels qui lui donnent une orientation. Alors, au-delà de cette opportunité historique, il faut quand même toujours garder en tête une chose, c'est que je lisais dans la NZZ encore il y a quelques jours, 3 économistes que je n'aimerais pas, je ne me souviens pas tous leurs noms et ma prononciation en suisse-allemand est terrible, mais qui indiquaient que pour eux, il y avait tous les éléments qui étaient réunis pour qu'on se retrouve dans une crise comme en 2007. Des économistes sérieux, d'instituts reconnus, et tout ça, je lis leurs documents et j'en conviens qu'effectivement, il y a une lecture qu'on peut donner. Donc il faut garder ça en tête, on n'est pas à l'abri. La contagion d'un système, comme vous l'avez vu avec ces 1318 entreprises, ces dépendances qu'elles ont entre elles, peut être une machine infernale quand elle est contagieuse et quand elle se met en mouvement. Et donc, il faut aussi garder en tête d'autres désastres environnementaux. Je pense que vous avez tous entendu parler des typhons au Japon en ce moment. J'ai pris le dernier qui malheureusement est apparu et je plains tous ces habitants de cette région. C'est un désastre de voir tout ce peuple dans des conditions pareilles. La pauvreté mondiale, la démographie sont des enjeux aussi importants qu'il faut garder en tête, qui vont accélérer tous ces changements-là, et sans compter le changement climatique, qui, comme j'aime bien le dire, on ne lutte plus contre, mais on va devoir s'adapter. Alors voilà, c'est un peu anxiogène, c'est un peu lourd tout ça, mais ça c'est notre cap. On a une opportunité de changer les choses, on a un agenda qui est court, 2030, allez, ça pourrait être 2035. De toute façon, les dommages à l'environnement, ils sont faits. Le réchauffement climatique va continuer, les degrés vont monter, on va devoir s'adapter. Mais il faut mettre un agenda pour que dans les 15 ans à venir, on ait réglé ces enjeux majeurs, qu'on ait amené la dignité au plus grand nombre et qu'on ait évidemment innové, trouvé des nouvelles solutions pour régénérer notre environnement et pas simplement diminuer notre impact dessus. Et on peut le faire aujourd'hui. Je sais que dans cette salle, dans les discours que j'ai pu entendre ce soir avant, des solutions, il y en a beaucoup. Ce qu'il manque, c'est une voie collective. Et c'est ça qui est en fait notre grande opportunité historique, c'est d'agir de façon collective aujourd'hui, pour demain. J'aimerais finir ce soir sur une phrase d'un artiste et d'un architecte qui me tient à cœur particulièrement depuis des années, qui est un artiste autrichien, qui s'appelle Friedrich Unterwasser, et qui dit « Lorsque seul un homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. »